Bonjour à tous, ici Aeneas et bienvenue dans cette seconde édition de Ce que j'en pense. Après la vidéo sur Cashbug qui m'a valu un véritable petit bad buzz, je me suis dit que j'allais m'attaquer à un sujet beaucoup moins polémique. Du coup, je vais parler de l'argent sur YouTube. Non, je déconne, en vrai on va parler du métier de vidéaste. Alors, avant d'entrer dans les détails, sachez que ce dont je vais vous parler, j'en parlais déjà un petit peu dans l'épisode qui était prévu et qui a été annulé, celui sur Natou dont on n'est pas couché. Et rappelez-vous, dans ma dernière vidéo news, je vous avais dit les retours qu'on avait fait jusque-là. Bah il était prévu. Il était même écrit, hein. J'avais tout écrit, j'étais prêt à tourner, prêt à tout faire. Et en fait, que ce soit à la Neocast ou sur le Mumble de la vidéothèque, tout le monde me dit c'est pas une bonne idée. Du coup, plutôt que de frapper directement sur l'ambulance, je me suis dit que j'allais plutôt reprendre ce sujet et le traiter plus convenablement. C'est donc parti pour cet épisode de Ce que j'en pense sur le métier de vidéaste. Alors, avant d'aller plus loin, il y a quelque chose qu'il faut absolument que je vous dise, youtubeur, ça n'existe pas. C'est un néologisme que peu de vidéastes aiment réellement, et si certains s'autoproclament youtubeur, je trouve personnellement que c'est plutôt péjoratif comme terme. En fait, ce qui me dérange surtout, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit youtubeur, ça fait tout de suite penser à ça. Est-ce que vous allez monter sur scène, justement, comme l'a fait, puisque là, vous faites connaître grâce à YouTube, grâce à Internet, là, l'étape suivante, c'est le livre en librairie. Norman, lui, voilà, maintenant, il est passé au one-man show, il est sur scène, il cartonne d'ailleurs, hein, avec son spectacle. C'est ce que vous avez envie de faire vous aussi? Non mais être chez soi, se filmer avec une caméra. Maîtriser son image, couper comme on veut. Ouais, c'est plus facile. Comment vous vous voyez vieillir? Parce que vous n'allez pas faire des blagues sur YouTube à 50 ans, je veux dire. Et vous êtes même déjà vieille par rapport pardon de dire ça, mais par rapport aux autres vieille, youtubeurs. un dinosaure. 30 ans. Au moins. Oui, mais c'est vrai, ils ont 19 ans les autres, globalement. Sauf que, au-delà du fait que la plupart des vidéastes ont plus de 24 ans, il y a quelque chose que les médias ont la fâcheuse tendance à oublier, c'est qu'aujourd'hui, youtubeur, c'est devenu un métier. Hein? C'est quoi un vidéaste? Captain? C'est quoi un vidéaste? Mon petit, un vidéaste, c'est quelqu'un qui fait de la vidéo. Ah. Merci Captain Obvious. Alors attention, si toutes les personnes qui font des vidéos sont des vidéastes, il n'empêche qu'il y a des tas de vidéos différentes, et moi-même j'ai tendance à penser que certaines vidéos sont plus travaillées, et donc plus légitimes que d'autres. Quelqu'un qui se filme juste pendant 10 minutes en train de manger des pâtes, ou qui fait juste visiter sa chambre, on peut pas dire que ce soit un travail très lourd. Mais une personne qui écrit un texte, travaille son sujet, filme une vidéo organisée avec parfois un storyboard, rassemble des éléments d'archives, des extraits, et font un travail de faux montage, forcément il y a un peu plus de travail. Et prenez bien en compte que les vidéastes qui font ce genre de vidéos, ils font un travail de titan, qui rassemble à lui seul plusieurs métiers d'intermittent. J'ai juste à citer les métiers de chroniqueur, reporter, cadreur, ingénieur du son et monteur, et parfois même avec une qualité qui dépasse sa qualité professionnelle. Le simple fait que certains vidéastes tournent en 4K et diffusent en 1080p montre le niveau de qualité, parce que même France Télévisions diffuse encore en SD, et je connais plusieurs boîtes de production qui tournent encore sur cassette. Donc les appeler des youtubeurs avec tous les sous-entendus que ça implique pour les médias, c'est un peu comme appeler un pâtissier le gamin qui fait des gâteaux. Ouais. En fait, ce qui gêne surtout les vidéastes avec le terme youtubeur, c'est que cela sonne un peu comme si nous appartenions à YouTube, que nous travaillions pour YouTube. Et si c'est le cas pour certains, beaucoup considèrent qu'en vérité on est tous indépendants et que si l'on est sur YouTube, c'est uniquement parce que c'est le numéro 1, et de très loin. Seulement, cela peut changer un jour, et personne ne peut deviner quel hébergeur sera le leader de demain. Et puis merde, soyons francs, à l'époque de Dailymotion, personne ne disait être Dailymotionneur. Pour moi, c'est un peu comme une insulte déguisée. Pour beaucoup, ça veut dire notoriété et passion, mais ça veut également dire petite passion qui servira juste de tremplin pour plus tard. Oui, parce que rappelez-vous que pour les médias, les modèles de réussite, c'est Norman qui fait un one-man show, Natou et Pensée qui a écrit un livre, ou encore Squeezie qui se lance dans le doublage. Et je suis très content pour ces 4 vidéastes-là, hein. Surtout faut qu'ils continuent. Mais le problème, c'est que les médias ne se demandent même pas si vidéaste, ça peut pas être une fin en soi. Ah oui, et pour ceux qui se disent que faire de la vidéo, c'est pas un vrai métier. En avril 2015, Kevin Tran de la chaîne Le Rire Jaune avait fait un petit topo sur l'argent sur YouTube, et notamment la façon dont certains vidéastes gagnent de l'argent grâce à YouTube. Je vous invite d'ailleurs à la voir, elle est super bien faite et super bien expliquée. Il avait notamment fait un petit topo sur le fait qu'avec son frère, il détenait une entreprise pour leur chaîne Le Rire Jaune, une entreprise pour laquelle il paye des taxes et des impôts. Et oui, c'est pas parce qu'on fait de la vidéo sur YouTube qu'on paye pas d'impôts. Donc, puisque le statut de vidéaste n'existe pas en France, un vidéaste est donc un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un métier. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire que ce sont que des gamins qui filment dans leur chambre avec leur caméscope. Même s'il y en a beaucoup. Je voudrais également profiter de cette vidéo pour démystifier quelque chose. Non, nous ne gagnons pas beaucoup d'argent sur YouTube. Kevin avait très bien démystifié le 1000 vues égale 1 euro qui est totalement faux, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Déjà, des vidéastes très connus qui enchaînent les millions de vues tous les mois, il n'y en a pas des masses. Et puis, vous êtes sérieux? Des millions de vues par mois pour un SMIC? Donc la plupart des vidéastes qui tentent de vivre de ce métier sont obligés de se tourner vers d'autres sources de revenus. Certains font des placements de produits, d'autres font des partenariats avec des entreprises ou des chaînes de télévision comme Dirty Biology. Je souligne d'ailleurs le fait que quand ça arrive, on est obligé de le déclarer ouvertement, c'est la loi. D'autres profitent de leur entreprise pour travailler avec des prestataires. Ce qui est le cas pour moi.
Il y a aussi la désormais très célèbre solution du financement participatif qui passe par le crowdfunding, notamment pour l'émission Chroma de Karim Debache, ou Tipeee en France et Patreon aux États-Unis, qui permettent, comme vous le savez, de financer un vidéaste par une sorte de don à chaque vidéo produite ou chaque mois. Je me permets d'ailleurs d'ajouter qu'en vérité ce ne sont pas réellement des dons. Tipeee prend un pourcentage sur ce que le vidéaste gagne, et derrière ça doit être déclaré comme chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc faut payer des impôts. Ça donne beaucoup moins envie, hein. Mais attendez, j'ai pas fini. Jusque-là, je vous parlais principalement d'auto-entreprise, mais n'oubliez pas que auto-entreprise signifie que l'on ne peut dépasser un certain chiffre d'affaires par an, à savoir 32 900 €. Divisé par 12, ça fait 2741 € par mois à peu près. Je compte pas les impôts. Car si on compte les impôts, là on enlève environ 29% des revenus et ça donne 1946 € par mois environ. Et c'est le maximum. C'est-à-dire que si un vidéaste ne veut pas passer sous le régime de l'entreprise et payer encore plus cher ses impôts, il ne peut pas gagner plus de 1950 € par mois. À cela s'ajoute bien entendu le fait que nous soyons obligés d'acheter du matériel pour que vous ayez du contenu de qualité. Pour vous donner un ordre d'idée, j'en suis à peu près à 1400 € d'achat. Et il est bien évidemment à noter que tout ceci n'est absolument pas stable. Demain Squeezie peut perdre une partie de son public, et ça peut arriver à n'importe qui, tout le monde peut être oublié. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc ce n'est pas quelque chose de stable sur lequel on peut s'appuyer sur du long terme. En tout cas pas à l'heure actuelle. Heureusement, on commence à voir des solutions arriver. Dans le monde de la fiction sur internet par exemple, on commence à voir de la stabilité. Le studio Bagel, Golden Moustache ou encore French Ball sont des potes de production qui sont financés et où on sait qu'on peut y trouver un salaire stable. Les web-séries commencent elles aussi à bénéficier d'un business model qui marche, et c'est une véritable nouveauté en plus d'être une sacrée avancée. Petit à petit, le métier de vidéaste commence à être stable et donc commence à être reconnu. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Je voudrais également parler d'un petit truc, les festivals et les conventions. Ça, c'est quelque chose dont les journalistes aiment bien se moquer, les stands de vidéastes qui signent des autographes. C'est l'équivalent de Disneyland, mais avec des youtubeurs. C'est comme si on voyait Mickey, Donald et Dingo, mais les vrais du coup. Là, je viens de vous citer Yann Moix dans On n'est pas couché. Mais ceux qui se moquent de ça sont en fait des gens qui n'ont pas bien compris le principe d'internet et n'ont pas compris l'intérêt de ce genre de convention. Vous savez tous qu'internet est un média horizontal, ça veut dire que tout le monde peut créer comme regarder. Demain, vous pouvez sortir votre caméscope et commencer à vous filmer. Bon, en vérité, ce n'est pas totalement ouvert à tout le monde, hein. Ça demande des compétences, comme je l'ai dit plus tôt, et tout le monde n'est pas bon en tout. Donc en général, les gens qui font des vidéos super bien faites sont souvent assistés ou sont eux-mêmes des techniciens de l'audiovisuel. Mais c'est aussi un média communautaire, on s'adresse à son public, on peut lui parler directement via une vidéo ou dans les commentaires, et c'est même quasiment devenu obligatoire d'avoir une page Facebook où on peut discuter avec sa communauté et donner des news. Comme moi par exemple. Et donc forcément, si c'est un véritable plaisir de vous parler par internet, forcément ça va être un plaisir de vous voir en vrai, et de vous faire des câlins. On a d'ailleurs vécu une formidable expérience à notre stand de la Neocast avec Petit Suisse, et on a hâte de recommencer d'ailleurs. C'est aussi pour nous l'occasion de revoir des amis vidéastes, et même parfois de faire des rencontres pour des futures collaborations. Et oui. Pour certains vidéastes, mais aussi pour beaucoup d'auteurs et de dessinateurs, c'est aussi l'occasion de vendre des goodies, des DVD, des dessins ou des livres, parce que les gens sont là et souvent ça permet de vendre plus facilement, et c'est une source de revenus qu'on ne peut pas négliger. Et en plus d'être absolument génial, ça fait en partie du métier de vidéaste. Bon, depuis tout à l'heure je vous parle d'argent, d'impôts, de métier, je peux pas terminer sur une note pareille. Parce que être vidéaste c'est pas juste un métier, c'est aussi une passion et une communauté de gens qui existent depuis plus de 17 ans déjà. Et il y a même des gens qui considèrent ça comme un art. Catchbud lui-même considère que le podcast, qui est la forme principale de vidéo, fait partie du 6e art, qui sont les arts de la scène. Bon, moi je dirais plutôt que la vidéo fait partie du 8e art, à savoir les arts médiatiques, mais bon, on n'est pas là pour ça. Et je peux pas m'empêcher, quand je parle de vidéastes et de la communauté des vidéastes, de penser à tous ces gens géniaux qui s'éclatent à faire des choses qui vous divertissent. Les podcasts humoristiques de Norman, Cyprien, Hugo Tout Seul, Natou, Le Rire Jaune et Mister V, les revues cinéma de Karim Debache, Durenda, les fausseurs de films, les reviews de What the Cut et SLG, les let's play de Squeezie, de Fortabob Joe et de Wonky Studio, les tests de joueurs du grenier, du canapé, les unboxings de Benzaï, les tops de Topovor, Top 10, Top 7 et Petit Suisse, tous les vidéastes culturels, y penser, Nota Bene, Histoire brève, Dirty Biology, Pilote, Linguisticae, La Tronche en Biais, Castor Mover, Nart, Gorkab, Professeur Sims, Horizon Gull, Licarion, Tilou et Enjoy the Noise. En vrac, je peux aussi vous citer le Studio Vrac, la Junk Food Factory, les Voxmakers, la Spatule Force, la Whitey Fam, No Time No Tune, Hard Disk, Maxime Grandjean. Et je peux pas citer tout le monde, mais j'en passe sûrement des centaines. Et tous les gens que je viens de vous citer sont des gens qui sont absolument géniaux, alors s'il vous plaît, continuez à les regarder, continuez à les soutenir, parce que c'est génial ce qu'ils font et il faut que ça continue. Il faut que le média génial qu'est Internet continue de vivre, putain, parce que c'est trop génial. Et non seulement j'espère que ça va continuer, mais j'espère que ça va évoluer et prendre de l'ampleur de façon à ce qu'un jour, on reconnaisse enfin les vidéastes pour tout le travail de titan qu'ils accomplissent. Et qu'enfin on reconnaisse le métier de vidéaste. Purée, ça c'était de la fin de vidéo. Sur cette conclusion vachement speed, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Oh, petit message pour tous.
Le 5 juillet 2016, le gouvernement a répondu à une question ultra importante pour tous les vidéastes, à savoir si la citation dont on parle dans l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle s'appliquait uniquement à l'écrit ou alors au reste, à savoir donc la citation audiovisuelle ou la citation musicale. Eh bien le gouvernement a répondu, et il a dit que si ce n'était pas explicitement écrit dans la loi, la citation pouvait bien évidemment s'appliquer à autre chose qu'à l'écrit, donc elle pouvait s'appliquer à l'audiovisuel, donc des extraits de films, des extraits de vidéos, des extraits de musique, et donc forcément aujourd'hui la citation audiovisuelle est autorisée et légale. Ça veut donc dire qu'officiellement et légalement nous avons le droit d'utiliser du contenu copyrighté, donc des extraits de films, de vidéos ou de musique, tant que cela reste dans un cadre pédagogique, informatif ou parodique. Et ça, c'est un message qu'il faut absolument partager et qu'il faut absolument dire à YouTube pour qu'il puisse enfin changer sa politique de copyright. Ноги соедините, руки опустите.